Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre la séquence entamée sur la Première Guerre mondiale. Dans l'introduction, nous avons vu les causes profondes et l'événement déclencheur de cette grande guerre. Puis, dans un grand 1, nous nous sommes intéressés au front, en voyant d'abord les différentes phases de la guerre, la mondialisation de la guerre et enfin les conditions de vie et de combat des soldats. Dans ce grand 2, nous allons nous intéresser à l'autre partie de la guerre, c'est-à-dire l'arrière, les civils. Vous pouvez donc noter le titre du grand 2, les sociétés en guerre, des civils acteurs et victimes de la guerre. Nous commençons tout de suite avec une première sous-partie sur des civils qui participent à la guerre, qui sont donc des acteurs, grand A, un effort de guerre sans précédent. Pour introduire cette sous-partie, je vais utiliser une citation de Georges Clemenceau que vous n'avez pas besoin de recopier dans le cahier. La citation est la suivante. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est un tout. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Clemenceau fait ce discours à la Chambre des députés le 8 mars 1918. Pourquoi cette citation est intéressante? Elle montre que non seulement on fait la guerre, bien évidemment, contre d'autres pays, et c'est ce dont il parle lorsqu'il parle de politique étrangère, mais en plus de cela, il parle également de guerre dans la politique intérieure. C'est-à-dire que l'ensemble du pays, que ce soit la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, etc., l'ensemble du pays doit soutenir son armée, et c'est justement ce que l'on appelle l'effort de guerre. Vous pouvez noter directement que l'ampleur et la durée du conflit imposent un effort de guerre sans précédent. Jamais nous avons eu une guerre qui a autant mobilisé de ressources dans un pays. Vous rajoutez qu'afin de soutenir le front, l'arrière est également mobilisé. Bien évidemment, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de prendre en note les traces écrites. Alors, cette participation de l'arrière passe d'abord par l'économie, bien évidemment. Pendant la guerre, l'État est un État dirigiste, c'est-à-dire qu'il dirige lui-même l'économie. L'objectif est bien évidemment de mobiliser les ressources matérielles du pays. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre industrielle, on l'a vu avec ces nouvelles armes qui apparaissent, et cela repose sur la nécessité d'avoir une production de masse d'armes. Il faut produire beaucoup d'armes, beaucoup de munitions, mais aussi les transporter bien évidemment jusqu'au front. Si bien que l'on a des industriels, des usines, des entreprises qui se reconvertissent totalement dans l'armement pour répondre aux commandes des différents États. C'est le cas par exemple de l'entreprise Renault, comme vous pouvez le voir sur ce document. Renault, comme vous le savez, est spécialisé dans la production de voitures. Donc, si vous regardez, on voit qu'en 1914, on produisait dans les entreprises Renault 1484 voitures. En 1918, plus que 553. Par contre, à l'inverse, les chars d'assaut, c'est-à-dire les tanks, passent de 0 produits en 1914 à 750 en 1918. Les obus, 0 en 1914, 2 millions sur l'année 1918. Bref, vous voyez bien que l'entreprise Renault a totalement redirigé, restructuré ses usines pour répondre aux besoins de la guerre. C'est le cas de Renault, c'est le cas également des Schneider au Creusot. On peut voir sur ce document également que ces entreprises profitent de la guerre pour se développer et s'enrichir. Prenons par exemple la superficie des usines. En 1914, on était à 11,5 hectares. En 1918, on passe à 34 hectares. Le bénéfice, lui aussi, s'en ressent, puisque l'on passe d'un indice 100 en 1914 à 376 en 1918. Globalement, les bénéfices ont été multipliés par 3 chez Renault pendant cette grande guerre. Vous pouvez donc noter la trace écrite suivante. Pendant la guerre, l'État dirige l'économie pour mobiliser les ressources matérielles du pays. La guerre industrielle impose la nécessité d'une production de masse d'armes
et leur transport jusqu'au front. Conséquence, donc égale, certains industriels aménagent leurs usines et se reconvertissent dans l'armement pour répondre aux commandes des États. Deux exemples, Renault et l'entreprise des Schneider au Creusot. Par ailleurs, cette Première Guerre mondiale va aussi accélérer la généralisation des nouvelles méthodes de travail que l'on a vues dans la séquence sur l'industrialisation, notamment le travail à la chaîne, qui commençait à se développer avant la guerre, mais qui se développe encore plus vite avec la Première Guerre mondiale. Donc voilà le premier point de cet effort de guerre, un effort de guerre d'abord économique. Deuxième point, les hommes étant partis en masse à la guerre, il faut bien évidemment les remplacer dans les usines si on veut produire suffisamment d'armes et de munitions. Il est important également de continuer à faire vivre, continuer à faire tourner l'économie de la France, malgré tous ces hommes, toute cette main-d'œuvre en moins. Si bien que les États, et notamment l'État français, va faire appel aux femmes. Vous voyez ici une affiche placardée au mois d'août 1914 un peu partout en France, qui est un appel du président du Conseil de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre, René Viviani, qui lance un appel aux femmes pour qu'elles se mobilisent et qu'elles prennent la place des hommes dans les différentes activités économiques. Ces femmes, on les retrouve dans les usines d'armement, elles fabriquent les armes, les munitions, on leur donnera d'ailleurs le surnom de munitionnettes. Les conditions de travail dans ces usines sont extrêmement difficiles pendant la guerre, encore plus difficiles qu'avant la guerre. Par exemple, on a une hausse du nombre d'heures de travail. Rappelez-vous, l'État français avait limité les heures de travail à 10 heures par jour. C'est la fin de cette limitation. On a des usines qui font travailler leurs ouvriers et leurs ouvrières, surtout, à 12, 13, 14 heures parfois de travail par jour. On travaille plus longtemps et en même temps les salaires connaissent une baisse. Le travail de nuit est lui également autorisé. Attention à une chose, je vous l'avais dit dans la séquence précédente, si les femmes sont de plus en plus nombreuses dans l'industrie, elles étaient déjà présentes avant la guerre. Deuxième domaine où on retrouve de nombreuses femmes, notamment en France, ce sont dans les exploitations agricoles. Si les femmes participent depuis des siècles et des millénaires aux activités agricoles aux côtés des hommes, c'était quand même bien souvent les hommes qui étaient les chefs d'exploitation, ceux qui dirigeaient les fermes à l'époque. Les hommes étant partis à la guerre, les femmes doivent elles-mêmes gérer ces exploitations. On le voit ici sur cette photo du labourage d'un champ où on voit deux petites filles accompagnées de leur mère à l'arrière-plan qui tient une charrue. Enfin, il y a un dernier domaine où on retrouve les femmes, des femmes qui vont aussi au front, pas pour combattre, mais pour aider aux soins des soldats blessés. On a beaucoup de femmes à l'époque qui deviennent infirmières bénévoles à la Croix-Rouge. Donc, véritablement, les femmes sont au cœur de l'effort de guerre. Vous pouvez donc noter, en guise de trace écrite, que le front mobilise des millions d'hommes qu'il faut remplacer pour faire marcher l'économie. Conséquence, donc égale, appel aux femmes. Deux points. Premier élément, d'abord dans la fabrication des armes dans les usines d'armement. C'est ce que l'on appelle les munitionnettes, où les conditions de travail sont difficiles. Deuxième élément, la gestion des exploitations agricoles. Et enfin, dernier élément, le soin aux soldats blessés avec les infirmières bénévoles de la Croix-Rouge. On appelle également à ce moment-là des travailleurs venant des colonies. Vous avez ici une photo de travailleurs chinois. Je rappelle que la France possède à ce moment-là l'Indochine. Donc vous avez des travailleurs chinois qui viennent travailler dans les usines d'armement. Le Royaume-Uni fait également appel à la main-d'œuvre de son empire colonial. Donc une mobilisation également de la main-d'œuvre. Troisième mobilisation imposée par la guerre, c'est la mobilisation financière. L'effort de guerre, produire beaucoup d'armes en masse, produire beaucoup de munitions, avoir cette main-d'œuvre importante, impose
de grandes dépenses imposent d'avoir des financements très très importants. Vous pouvez donc noter que cet effort de guerre nécessite des financements massifs. Les États augmentent les impôts et lancent des emprunts auprès de d'autres États, notamment d'ailleurs les États-Unis, et auprès de leur population. Vous avez justement deux affiches de propagande qui appellent la population à donner son argent à l'État pour financer la guerre. Celle de gauche a un slogan assez marquant: « Ohé, les braves gens, versez votre or, nous versons bien notre sang ». Et vous avez cette autre affiche de 1916 à droite, où l'on voit un sac avec de l'or, des pièces d'or qui tombent. Ces pièces d'or se transforment en obus. Le but, c'est de montrer que le financement des Français va financer directement la guerre, l'armement, et ces obus tombent sur un soldat, qui est un soldat allemand, puisqu'il possède un casque à pointe, un soldat allemand qui tombe, qui est effrayé face à ces obus. Enfin, il y a également la mobilisation des ingénieurs et des scientifiques. Nous avons vu que les ingénieurs et scientifiques produisaient, inventaient ces nouvelles armes toujours plus destructrices, que sont les gaz toxiques, les lance-flammes, les tanks. Mais la guerre va aussi permettre à ces scientifiques de faire des progrès dans un certain nombre de domaines, notamment la médecine. Un exemple que vous voyez ici avec Marie Curie. Marie Curie qui, rappelez-vous, est une pionnière, une femme scientifique reconnue, qui va inventer la voiture que vous voyez ici, qui est une voiture radiologique. C'est-à-dire que les soldats blessés, si on les déplace, ils risquent de mourir. Marie Curie a donc l'idée de faire venir un outil, un appareil de radiologie directement au front, au plus près des soldats blessés, pour les examiner. Donc c'est l'invention que vous voyez juste ici. Les soldats sont examinés à l'intérieur de cette voiture, ils passent une radio, et cela donne ce genre d'image. Vous voyez ici une main avec 4 éclats d'obus. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de pouvoir intervenir, opérer directement pour sauver les soldats. Et les faits sont là. Grâce aux petites Curie, qui est le nom donné à ces voitures, eh bien, on a davantage de soldats blessés qui sont sauvés. Vous pouvez donc noter que les ingénieurs et scientifiques sont mobilisés pour inventer des armes toujours plus destructrices. Gaz toxiques, tanks. La guerre permet également des progrès en médecine, afin de soigner les nombreux soldats blessés. Amélioration de la transfusion sanguine, création de prothèses, notamment pour les gueules cassées. Exemple, Marie Curie participe à la construction de voitures de radiologie qui vont sur les fronts pour examiner les corps des soldats blessés et localiser de possibles balles ou éclats d'obus. Dans le domaine politique, il y a aussi des transformations. Vous notez directement que dès le début de la guerre, les divisions politiques disparaissent. Rappelez-vous, en France, il y avait des divisions entre la gauche et la droite, une droite plutôt nationaliste, voire antisémite, et une gauche plus socialiste, radicale. Eh bien, ces divisions, ces tensions, ces débats disparaissent pendant la guerre au nom de ce que l'on appelle à l'époque alors l'union sacrée, c'est-à-dire l'union de toutes les forces politiques. C'est le cas en France, mais c'est le cas aussi au Royaume-Uni, c'est le cas en Allemagne à ce moment-là. Donc vous notez que dès le début de la guerre, les divisions politiques disparaissent au profit de gouvernements d'union sacrée. Alors, cet effort de guerre, il faut aussi arriver à le maintenir dans la durée, et la guerre dure de plus en plus longtemps. Maintenir l'effort de guerre, c'est maintenir le moral de la population. Et pour cela, l'État va mettre en place une censure de la presse notamment. En France, un décret est émis dès août 1914 pour suspendre la liberté de la presse. À l'époque, les journaux devaient faire valider leurs articles par l'État.
Si un article était censuré, vous aviez alors un cadre blanc à la place de l'article dans le journal, c'était notamment le cas dans le Canard enchaîné. On avait également une censure de la correspondance des soldats avec leurs familles. L'objectif est bien évidemment d'éviter des fuites quant aux pertes sur le front. L'objectif était que la population ne sache pas ce qui se passait, ne sache pas que finalement la guerre était désastreuse, d'un côté d'ailleurs comme de l'autre. Et il y avait une peur chez tous les pays, chez tous les États, c'était que la population soit démoralisée, ce qui aurait possiblement entraîné des révoltes et donc une défaite dans la guerre. Vous pourrez donc noter qu'afin de maintenir l'effort de guerre et le moral de la population sur plusieurs années, les États n'hésitent pas à mettre en place une censure de la presse et de la correspondance des soldats, afin d'éviter des fuites quant aux pertes sur le front. Les soldats trouvent toutefois des stratagèmes pour faire parvenir des informations. Par exemple, dans une lettre que j'ai pu lire par le passé, il y a un soldat qui raconte qu'il mange à la guerre comme on mange chez Mélanie. La référence de chez Mélanie, en fait, c'est une référence à un restaurant de son village où la réputation est très mauvaise, où on sait que l'on mange très mal. Il ne faut pas croire qu'avec la censure, la population, les civils, ne savent pas ce qui se passe réellement. Quand le maire des différentes villes et villages se déplace pour annoncer la mort d'un soldat à sa famille, cela se fait de manière répétée, et donc bien évidemment les civils savent que cette guerre est coûteuse en hommes et qu'elle dure de plus en plus longtemps. Afin de maintenir le moral des Français, des Allemands, des Anglais, etc., tous les pays vont alors mettre en place de véritables outils de propagande, des affiches, des cartes postales, ce qu'on appelle le cinéma d'actualité, c'est-à-dire que l'on met en scène des soldats qui se battent pour de faux, et on en fait des films que l'on passe au cinéma. L'objectif est de montrer, bien évidemment, par exemple en France, que les soldats français sont les meilleurs. Cette propagande est censée raviver ou maintenir le patriotisme, mais surtout attiser la haine de l'ennemi. L'ennemi est diabolique, l'ennemi est un barbare, et on le représente bien dans cette propagande. Un exemple ici avec la une du Rire rouge, avec une représentation très caricaturale du soldat allemand, représenté comme une bête, qu'on reconnaît d'ailleurs avec un casque à pointe, soldat allemand qui rejette face à lui du gaz. Bien évidemment, le symbole est lié à l'apparition du gaz toxique dans les batailles. Un autre exemple avec cette affiche américaine que vous avez à droite ici. L'objectif de cette affiche est d'appeler les Américains à aller combattre en Europe. Et on a là aussi la représentation d'un Allemand avec le casque à pointe, cette fois-ci sous les traits d'un gorille sauvage, qui tient dans ses bras l'allégorie de l'Europe et qui tient dans son autre main une sorte de gourdin sur lequel il est marqué Kultur, donc la culture. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, à ce moment-là, se considère comme étant le seul pays civilisé porteur de la culture en Europe. L'objectif de cette affiche est bien évidemment de prendre totalement le contrepoint, l'inverse de cette pensée, puisque là, on a au contraire un Allemand représenté comme un sauvage, tenant un gourdin ensanglanté. Les Allemands sont bien évidemment pas en reste. Eux aussi font de la propagande. Par exemple, sous cette affiche, vous avez la représentation d'avions britanniques qui bombardent le territoire allemand. Et cette affiche reprend d'ailleurs un discours fait par le chef des travailleurs, c'est-à-dire du parti travailliste anglais, Johnson X, qui dit alors « Il faut bombarder jour après jour les régions industrielles rhénanes, c'est-à-dire en Allemagne, avec 100 avions, jusqu'à ce que cette méthode produise ses effets. » Donc l'objectif là de cette affiche allemande, c'est d'attiser la haine chez les Allemands vis-à-vis des Anglais qui risquent de détruire le pays. Les enfants, enfin, ne sont pas en reste.
Ils ne sont pas épargnés par cette propagande, au contraire, ils sont une cible privilégiée. Quelques exemples. Cette affiche à gauche est une affiche à destination des enfants. Les enfants, par exemple, on leur demandait de donner leurs économies pour la guerre. Et sur cette affiche, vous voyez justement 3 enfants face à une boutique de confiserie, et le slogan est « Nous saurons nous en priver ». Ces enfants également, dans leur éducation, sont marqués par la guerre. Vous avez ici une illustration d'une attaque allemande contre des Français dans un livre pour enfants allemand. L'objectif est bien évidemment de montrer les soldats allemands victorieux sur les Français qui se font battre à plate couture. Les jeux sont également marqués par cette guerre. Vous avez ici une nouvelle version du jeu de loi qui apparaît en 1914, où on retrouve des personnages marquants, des héros, des généraux de la guerre. Ces enfants sont aussi instrumentalisés. Vous voyez ici une manifestation d'enfants dans la rue qui portent des pancartes sur lesquelles il était inscrit « Qui participe à l'emprunt de guerre et courte la guerre ». Donc, ces enfants traversent les rues pour appeler les adultes à donner de l'argent pour financer la guerre. L'objectif de ces propagandes, quels que soient les pays, c'est de montrer que la guerre est juste. Ce bourrage de crâne, parce qu'on peut parler de bourrage de crâne, s'applique donc dans les écoles, avec des exercices de mathématiques, parfois, sur le nombre de balles tirées en 1 minute, des dictées en rapport avec la guerre, des jouets pour enfants, comme les tambours ou les fusils en bois. Vous pouvez noter la trace écrite suivante. Il développe, donc il, ce sont les États. Il développe également des outils de propagande, affiches, cartes postales, cinéma d'actualité, afin de rassurer la population et de maintenir le patriotisme ainsi que la haine de l'ennemi. L'ennemi est toujours représenté comme un barbare. Les enfants sont eux aussi les cibles de cette propagande à travers l'école, les livres, les jouets. On a donc bien là ce que l'on appelle un bourrage de crâne. Différence entre propagande et bourrage de crâne. Le bourrage de crâne est de la propagande, mais une propagande forcée à l'extrême. Pour finir sur ce point, avant de passer au point B, un conseil de film. Je vous conseille de voir le film Les Gardiennes, sorti en 2016, sur le rôle des femmes pendant la guerre et plus généralement sur la vie à l'arrière pendant la guerre. Nous passons à présent au grand B. Vous pouvez noter le titre, les civils victimes de la guerre. Parlons tout d'abord des zones proches des fronts, c'est-à-dire des zones qui se trouvent dans les zones de combat. Vous notez que dans les zones proches des fronts, que ce soit en France ou en Russie, les civils subissent directement la guerre. Les villages et les villes sont bombardés. Les champs ravagés. Un exemple, et c'est l'affiche que vous voyez à gauche, c'est l'exemple de Reims, détruite à 80% à l'issue de la guerre. Et la cathédrale de Reims ne sera d'ailleurs pas épargnée. Si les zones subissent la guerre, certaines zones sont aussi occupées. C'est le cas en France, du nord et de l'est de la France, qui sont occupées par les Allemands pendant 4 ans. C'est le cas aussi de l'ouest de la Russie, occupée également par les Allemands. Et les populations qui vivent dans ces régions-là subissent des réquisitions, donc c'est-à-dire que les soldats allemands pouvaient débarquer dans un village et réquisitionner, récupérer toute la nourriture disponible. Il y a également un certain nombre de violences, des viols, travail forcé, par exemple à Lille, 15 000 femmes sont envoyées en Allemagne de manière forcée pour travailler comme main-d'œuvre gratuite. Il y a également des violences, rappelez-vous l'invasion de la Belgique en 1914 et la résistance des Belges. Lors de cette invasion, 6 500 civils sont tués par les Allemands. Toutes ces violences vont précipiter un certain nombre de migrations, et c'est ce que vous pouvez voir ici sur cette carte, notamment des migrations de population française, mais aussi des migrations de Belges vers la France, notamment vers le sud-ouest, ou plus généralement vers l'ouest de la France.
Vous pouvez donc noter que certains territoires dans le nord de la France ou dans l'ouest de la Russie sont occupés. Les populations sont victimes de réquisitions et de violences, viols, travail forcé. Certains décident de migrer vers d'autres régions. Ces personnes qui migrent deviennent, de fait, des réfugiés. Alors, si les zones proches des combats sont touchées par ces violences, il ne faut pas croire que le reste du territoire est épargné par la guerre. Au contraire. S'il y a bien une nouveauté parmi d'autres avec la Première Guerre mondiale, c'est le fait que l'arrière devient une cible à détruire. Chaque belligérant, chaque pays combattant cherche à affaiblir l'ennemi et pour l'affaiblir, il faut tuer des civils puisque les civils représentent une main-d'œuvre qui soutient la guerre. Cette destruction passe notamment par les bombardements. Vous avez ici une aquarelle qui montre justement le bombardement de Varsovie par un dirigeable allemand. Paris est également touché par un certain nombre de bombardements. Vous en avez ici la carte. Les avions allemands et les zeppelins allemands survolent Paris parfois et bombardent Paris. Résultat, on compte 275 morts de bombardements aériens à Paris. Si le chiffre n'est pas fort vis-à-vis de la population parisienne, l'objectif est aussi d'installer un sentiment de terreur, de crainte, de peur chez la population. Londres est également touché, vous en avez ici une image, on est dans le quartier de la City, donc le quartier au cœur de Londres, le quartier financier, et ici vous avez une banque justement détruite après un raid de Zeppelin. Vous pouvez donc noter la trace écrite suivante, soutien stratégique, l'arrière devient aussi une cible à détruire. Le développement de l'aviation permet de bombarder les villes à l'arrière. Exemple, bombardement de Paris et Londres par les Allemands en 1917-1918. Et donc on a là, vous le notez, une stratégie de terreur. L'effort de guerre impose également un rationnement. C'est-à-dire que comme il faut que toutes les ressources servent à faire la guerre, on est obligé de limiter la consommation de nourriture, consommation de charbon pour se chauffer. Et donc on met en place un rationnement avec des tickets de rationnement. Donc chaque famille recevait des tickets suivant le nombre de personnes dans la famille et avait le droit par exemple à tant de pain par semaine en fonction du nombre de personnes. Les usines produisent aussi moins de biens de première nécessité, parce qu'elles se reconvertissent toutes dans les armes et les munitions. Si bien que la population en France, en Allemagne, en Russie, vient à manquer de pain, de viande, de sucre, de charbon pour se chauffer. Cela va entraîner des difficultés. Pensons notamment à l'Allemagne, qui en plus souffre d'un blocus organisé par les Britanniques. Cela va entraîner une famine en 1917, dont le bilan est désastreux, des centaines de milliers de civils meurent littéralement de faim. Tout cela va entraîner une année 1917 désastreuse, puisque les civils fatigués de la guerre, fatigués des pénuries alimentaires, vont organiser des grèves en France, en Russie, mais également en Allemagne, et c'est la carte que vous avez ici, avec les points rouges qui symbolisent des émeutes de la faim, et les cercles qui montrent des grèves contre les pénuries alimentaires. Vous voyez que l'ensemble de l'Allemagne est concerné par ces émeutes et ces grèves contre la guerre et les pénuries. La Russie est un cas particulier, les manifestations ici des ouvrières du textile à Petrograd. La Russie et ses grèves vont aboutir à, vous le savez, une première révolution en février, puis une seconde en octobre, qui fera arriver les bolcheviks au pouvoir. Enfin, en France, on voit apparaître ce genre de scène avec une file d'attente ici à Noyon, devant une boutique, en mars 1917.
Vous pouvez donc noter que l'effort de guerre impose également un rationnement des biens de première nécessité, nourriture, charbon. En Allemagne, les civils souffrent particulièrement du blocus organisé par les Britanniques, ce qui entraîne une famine en 1917. En 1917 également, les civils sont fatigués de la guerre et des pénuries alimentaires, ce qui entraîne des grèves en France, en Allemagne et en Russie. Pour finir, en Russie, la grève devient une révolution qui force le tsar à abdiquer. Nous passons à présent à un point de passage et d'ouverture du programme sur le génocide des Arméniens, donc zoom sur le génocide des Arméniens. Un point de contextualisation, les Arméniens sont un peuple de chrétiens qui vivent alors dans le nord de l'Empire ottoman, principalement dans ce qu'on appelle la région du Caucase. Alors une carte pour situer tout cela, vous avez ici l'Arménie, et donc les Arméniens vivent dans cette partie de l'Empire ottoman majoritairement. Vous notez qu'en 1915, le gouvernement de l'Empire organise un génocide. Et nous allons justement travailler sur cela à présent à travers 6 questions. Les documents sont dans le manuel, c'est les pages 270, 271, 272. Je vous enverrai avec le mail, bien évidemment, le polycopier avec l'activité et le lien vers le manuel numérique. Comme d'habitude, vous faites l'activité sérieusement. Une fois qu'elle est faite, vous revenez à la capsule vidéo pour prendre en note la correction. 6 questions. Première question, qui ordonne les massacres d'Arméniens à la fin du 19e siècle? Pour quelles raisons? Question 2, quelle est la place des Arméniens dans l'idéologie des jeunes Turcs qui prennent le pouvoir en 1908? Et comment peut-on appeler ce type d'idéologie? Question 3, quelle est la décision prise par le gouvernement turc en 1915? Question 4, quels sont les moyens à utiliser pour tuer la population arménienne? Question 5, à l'aide du bilan du génocide, montrer que le génocide arménien est un crime de masse. Et enfin, question 6, quelle est la réaction des pays de la triple entente? Nous allons à présent passer à la correction de cette étude de documents sur le génocide des Arméniens. Première question à laquelle vous aviez à répondre, qui ordonne les massacres d'Arméniens à la fin du 19e siècle et pour quelles raisons? Vous avez dû noter que le sultan ottoman, c'est-à-dire l'empereur ottoman, ordonne lui-même le massacre des Arméniens en 1896, puis un second en 1909, et c'est l'extrait du petit journal que vous avez ici, pour plusieurs raisons. La première raison dont parle le texte, c'est tout d'abord que les Arméniens sont accusés d'être responsables, coupables, des défaites militaires que connaît l'Empire ottoman au XIXe siècle, qui perd alors des territoires petit à petit. Si nous prenons cette carte de l'Empire ottoman, vous voyez que tout ce qui est à l'intérieur des traits verts, c'est la limite de cet Empire ottoman en 1772. Le XIXe siècle, c'est véritablement la déliquescence, la disparition d'une partie de ces territoires. L'Empire ottoman perd la Grèce, nous l'avons vu plus tôt dans l'année, mais on a également la perte du Maghreb, de l'Égypte, des Balkans. Finalement, l'Empire ottoman, en 1914, c'est la Turquie, le Moyen-Orient et une partie de la péninsule arabique seulement. Donc, beaucoup de défaites militaires au 19e, et lorsqu'un pays connaît des défaites militaires, il cherche alors des boucs émissaires, et là, ce sont les Arméniens. Deuxième explication à ces massacres, le sultan considère également les Arméniens comme étant un danger, des ennemis pour son empire. Vous pouvez donc noter la trace écrite suivante. Le sultan ottoman ordonne le massacre d'Arméniens en 1895-1896, puis en 1909 pour plusieurs raisons. Premier élément. Les Arméniens sont accusés d'être responsables des défaites militaires que connaît l'Empire au XIXe siècle qui perd des territoires. Deuxième élément,
Le sultan considère les Arméniens comme un danger pour son empire. Cela entraîne des massacres à l'origine de 300 000 morts en 1895-1896 et d'environ 25 000 morts en 1909. Donc des bilans désastreux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà avant le génocide de 1915, les Arméniens sont déjà traités de manière très violente par le gouvernement ottoman. Question numéro 2. Quelle est la place des Arméniens dans l'idéologie des jeunes Turcs qui prennent le pouvoir en 1908? Comment peut-on appeler ce type d'idéologie? Prenons simplement la première phrase du texte. Dans l'Empire ottoman, à la fin du XIXe, l'idée que les Arméniens sont des ennemis de l'intérieur se forge peu à peu. En fait, une idéologie qui apparaît, une pensée qui apparaît à ce moment-là est la suivante. Les Arméniens seraient considérés comme une race inférieure, une race de chrétiens inférieure, par rapport à la race supérieure qui serait dans l'Empire ottoman, les Turcs musulmans. Vous pouvez donc noter que dans l'idéologie des jeunes Turcs, qui prennent le pouvoir en 1908 dans l'Empire ottoman, les Arméniens, chrétiens, sont considérés comme une race inférieure par rapport aux Turcs musulmans, qui seraient une race pure et supérieure. Donc on a là, et c'était la deuxième partie de la question, une idéologie raciste, c'est-à-dire basée sur le fait que l'on considère qu'il y a plusieurs races et qu'il y ait des inégalités entre ces races, mais c'est aussi une idéologie nationaliste, dans le sens où la nation pour les jeunes Turcs, ce sont les Turcs, c'est le peuple turc et seulement le peuple turc. Tous les autres peuples sont forcément ennemis. Question numéro 3. Quelle est la décision prise par le gouvernement turc en 1915? Lisons rapidement ce texte. Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer tous les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens de l'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Il s'agit là d'un télégramme, d'un ordre donné par Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, envoyé au gouvernement de la province d'Alep, en Syrie. Vous l'avez compris, et vous notez du coup la trace écrite, dans un contexte de défaite militaire pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement turc décide d'ordonner l'extermination de tous les Arméniens de l'Empire, y compris d'ailleurs les femmes et les enfants. En 1915, accusés d'être responsables de la débâcle, c'est-à-dire des défaites militaires que l'Empire ottoman connaît alors face à la Russie. Nous passons à la question numéro 3. La question numéro 4. Quels sont les moyens utilisés pour tuer la population arménienne? Alors, le gouvernement turc va mettre en place plusieurs moyens que l'on peut voir sur ce document. Premier moyen, d'abord, on a une grande partie des Arméniens qui sont massacrés, exécutés, fusillés dans leur village et dans leur ville directement, notamment d'ailleurs des hommes. Puis, les Arméniens qui restent sont déportés lors de marches forcées, que l'on appelle à l'époque les marches de la mort, vers des camps de concentration en Syrie, dans le désert syrien. Alors, ces marches se font sans boire, sans manger. Beaucoup d'Arméniens vont mourir pendant ces marches forcées. Sur le chemin, ils sont d'ailleurs battus, violés, affamés, parfois exécutés, alors autant par des gendarmes qui représentent l'État, que par des prisonniers libérés des prisons ottomanes. Dans les camps de concentration où ils arrivent, ils sont mis au travail de manière forcée et ils finissent par mourir d'épuisement. Ces camps de concentration ne sont pas juste des camps pour garder les Arméniens, il s'agit bien de les exterminer totalement. Vous en avez d'ailleurs
quelques preuves, quelques photos ici, avec une photo justement d'une de ces marches forcées, un convoi d'Arméniens à Kharpout, ou encore ces cadavres d'Arméniens en 1915. Vous pouvez donc noter la trace écrite suivante. Le gouvernement turc met en place plusieurs moyens pour exterminer le peuple arménien. Premier élément, une partie des Arméniens sont massacrés, exécutés dans leur village et dans leur ville. Deuxième élément, d'autres sont déportés lors de marches forcées vers le désert de Syrie où ils sont regroupés dans des camps de concentration. Sur le chemin, ils sont battus, violés, affamés et parfois exécutés par des gendarmes ou des prisonniers libérés. Peu d'Arméniens arrivent jusque dans les camps où ils finissent par mourir d'épuisement ou de faim. Passons à présent à la question numéro 5 sur le bilan. À l'aide du bilan du génocide, montrer que le génocide arménien est un crime de masse. Vous pouvez le voir dans ce tableau, on a une extermination des Arméniens, 1,8 million d'Arméniens dans l'Empire en 1915, 600 000 sont morts dans les villes et villages, assassinés sur place, 600 000 sont morts en cours de déportation, cela fait donc 1,2 million de morts sur 1,8. Cela veut dire que 2 Arméniens sur 3, les 2 tiers, meurent durant ce génocide. Vous pouvez donc noter la trace écrite suivante. On peut considérer que le génocide arménien est un crime de masse car les 2 tiers de la population arménienne de l'Empire sont tués pendant cette période. 1,2 million de personnes sur 1,8 au total, soit 2 Arméniens sur 3. Nous passons à présent à la question numéro 6. Quelle est la réaction des pays de la Triple Entente? Vous avez dû le noter, si ce n'est pas le cas, vous le notez à présent. Les pays de la Triple Entente condamnent fermement le génocide arménien qu'ils considèrent comme étant, je cite le texte, un crime contre l'humanité et la civilisation. Cette condamnation, ce motif de condamnation, crime contre l'humanité, sera d'ailleurs repris au moment de la Shoah, du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous rajoutez qu'ils annoncent, ces pays, que les membres du gouvernement turc sont tenus responsables et seront jugés. D'ailleurs, après la guerre, les responsables seront jugés, puis finalement amnistiés par le nouveau gouvernement de Mustafa Kemal. Encore aujourd'hui d'ailleurs, la Turquie, refuse de reconnaître le génocide arménien, malgré toutes les preuves qui existent. Pour finir, ce grand 2 termes de vocabulaire, de notions très importantes, non seulement pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Le terme de génocide, qui est la destruction physique, intentionnelle, donc voulue, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques ou religieuses. Et j'insiste également sur le fait qu'un génocide est organisé par un État. Ce mot est un mot forgé en 1943, donc il a été inventé après ce qui est arrivé aux Arméniens, par un juriste polonais. Il vient de génos, qui veut dire race ou peuple en grec, et de kaedere, qui veut dire massacrer en latin. Dernière notion, celle de guerre totale, qui est au cœur de ce chapitre. Une guerre totale est une guerre d'une violence extrême dans laquelle les États mobilisent toutes leurs ressources pour anéantir l'ennemi et considèrent les civils comme des cibles militaires. Nous avons donc fini ce grand 2 sur l'arrière, sur les civils, à la fois acteurs mais aussi victimes de la guerre. Prochainement, dans le grand 3, la sortie de la guerre et l'espoir de la construction d'une paix durable. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous.